Bonjour, bienvenue en ce vendredi 4 novembre. On se lance dans la revue de presse et on commence directement chez Tela Botanica. Tela Botanica, pour rappel, nos amis volontaires associatifs, des francophones botanistes ou des botanistes francophones, le meilleur site si vous avez des questions sur la botanique, on va dire, un peu technique, mais vous y trouverez énormément de ressources. Ça commence avec des informations sur un livre qui s'appelle Des racines et des hommes. Dans Forêt, des racines et des hommes, Hervé Le Boulet nous invite à mieux connaître nos forêts et leurs histoires, et leur histoire tout court, à comprendre ce qui s'y passe pour imaginer et accompagner le changement du mieux possible. Alors c'est édité chez Delachaux et Niestlé. Très belle photo d'une forêt qui se reflète sur un lac. Et alors que nous dit le synopsis ? Incendie, sécheresse, tempête, dépérissement à grande échelle, maladies et insectes ravageurs. Voilà une introduction très optimiste. La forêt française doit affronter d'immenses difficultés et les forestiers se trouvent face à des défis qu'ils n'ont jamais connus. Nos forêts ne vont certes pas disparaître, mais elles vont radicalement changer. Il est nécessaire de bien connaître leur histoire, de comprendre ce qui s'y passe pour imaginer et accompagner ce changement du mieux que possible. Faut-il laisser les forêts pousser naturellement et sans gestion? Faut-il au contraire privilégier des plantations rigoureusement cadrées? Que faire dans les forêts privées qui constituent la grande majorité de la surface forestière française? Comment faire face aux dégâts entraînés par le scolyte de l'épicéa, par la calarose du frêne et d'autres pathogènes? Et face au réchauffement climatique, faut-il soutenir les migrations d'espèces d'arbres vers le nord? Dans ce cas, quelles sont les essences à favoriser et comment procéder intelligemment? Une excellente connaissance des forêts et de leurs écosystèmes est nécessaire pour apporter des premières réponses à ces questions, réinventer le métier de forestier et sa relation avec la société, et changer radicalement notre point de vue pour faire naître ensemble les forêts du futur. Bref, un livre qui va poser énormément de questions. Bonjour Monsieur Natokino, qui me dit bonjour Monsieur Nature, bonjour les chats. Bien écoute, les chats sont très calmes ce matin. Mais en tout cas, bonjour à toi et bon réveil. J'espère que ça se passe bien pour ce dernier jour de la semaine. L'auteur, Hervé Le Boulet, est spécialiste des ressources génétiques des forêts. Il a dirigé pendant 36 ans à Aïe, excusez-moi les Bretons. Guémené-Penfao, tout à fait. Le Conservatoire national de la biodiversité forestière. Il a été chargé de missions de recherche pour l'ONF et les instituts forestiers. Il a piloté le réseau Forêt de France Nature Environnement. Il est aujourd'hui conseiller scientifique de l'Institut de France pour la forêt du domaine de Château, du château de Chantilly. Très bien, un ouvrage qui pèse 1,0990 kg. Bravo. 240 pages pour 35 €. Ce qui nous fait un... Ah mince. Attendez. Ce qui nous fait un ratio. Moi, j'aime bien calculer les ratios pour les livres. Donc, ce qui nous fait un ratio au poids de. Ah, bah, c'est facile. 35 € le kilo. Mais sinon, c'est quoi? 240 pages. Ça nous fait donc 0,14 centimes la page, ce qui est extrêmement cher payé par rapport au livre de l'autre jour, là, dont j'ai oublié le nom, qu'il faut que je commande d'ailleurs, qui nous revenait à très très peu. Encore moins, 0,001 il me semble. Papier épais, bah peut-être. En tout cas, papier de qualité. Comment se procurer l'ouvrage? Le site de l'éditeur, donc on va aller chez Delachaux et Nestlé. Blablabla, 35 €. Extrait. Télécharger un extrait PDF. Bravo. Ah, très belle photo. Ah oui, on n'a que le début. J'espère que c'est le début qui va assez loin. Label et Illiga. Initiative, blablabla. Fabrique de traçabilité d'ouvrages. Des ouvrages éco-responsables. Bravo. Alors, une histoire naturelle de l'arbre et des forêts. Les forêts d'aujourd'hui, la montée des périls. La forêt qui vient et ceux qui la font. Reforestation, une belle collaboration. Ah, on fait de la petite pub. On en profite. On fait du placement de produits, monsieur Boulet. Oula. D'accord. Bon, il y a des très belles photos. Une très belle intro. Ah oui, troisième photo. Bon, ça aurait dû être la première. Des montagnes, évidemment. Ça me manque. Il faut que je retourne dans les Pyrénées, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une famille d'ours qui se balade avec une famille de gens. Très bien.
les forêts que fréquentaient les chasseurs-cueilleurs d'il y a 6000 ans n'étaient pas très différentes de la plupart de celles qu'on traverse aujourd'hui. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que la grosse différence des nains gris. Lesquels? Ceux du haut ou ceux du bas? Ah, ceux du bas, c'est une belle famille de nains gris, en effet, Nato. Évidemment. Ah, Nato Kino qui est fan de Valheim, mais donc forcément, hein, qui voit du Valheim partout. Et donc, je disais, oui, forcément, nos forêts n'ont pas trop changé depuis 6000 ans, puisque les grands changements forestiers, en tout cas sur les écosystèmes forestiers, c'était plutôt à partir de la sortie de la période glaciaire, donc il y a environ 10 à 15 000 ans, me semble-t-il. Je ne suis plus très précis là-dessus. Période glaciaire. Au secours. Dernière période glaciaire, c'était quand? Elle se termine il y a 11 700 ans. Oh, ça va, j'étais dans la bonne fourchette, on va dire. Voilà. Ok, quoi d'autre? Nos forêts vont pourtant radicalement changer. De quelle manière? On ne le sait pas exactement. Quand les changements et les ruptures deviennent inéluctables, il ne reste plus qu'à faire son deuil d'un passé définitivement révolu pour se jeter à corps perdu dans la recherche de solutions. La forêt avant les humains. Ah bah ça fait plusieurs millions d'années ça, hein? D'accord. Il commence il y a 6000 ans? Non. Ouais. Pourquoi y a-t-il une photo de planète? Pourquoi l'extrait s'arrête là-dessus? Je ne sais pas. La violente rencontre entre la Terre et Theia fut peut-être une condition nécessaire à l'apparition de la vie sur Terre. Le choc aurait donné naissance à la Lune et aux marées qui, découvrant 2 fois par jour de grands espaces humides, auraient favorisé la conquête des sols terrestres. Très bien, très bien. Bon, bah ça nous dit pas grand-chose sur ce qu'il raconte sur les forêts, mais au moins, c'est une intro. Salut tonton Manu, bonjour, bienvenue, bon réveil à toi, bon matin, coucou le chat. Eh bien, merci pour ta politesse matinale. Comment ça va bien pour ce dernier jour de la semaine? Très bien. Bon, ben, est-ce que je le commande? Je ne sais pas. Ça dépendra du nombre d'abonnements. Non, je ne sais pas si je le commande. Je ne sais pas, il faut que je fasse attention aux finances, comme tout le monde actuellement, évidemment. Donc ça, c'était Forêt, des racines et des hommes par Hervé Le Boulet aux éditions de La Chaux et Niasley. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, les vues sur la toile, qu'on va aller voir juste après. Sinon, la roche astée. Oh, mince alors. Atriplex prostrata. Bon, on va aller voir rapidement, mais je ne l'ai pas sous la main. Bah, c'est sorti il y a 22 heures. Moi, il y a 22 heures, bah, j'étais pas au courant. Voilà. Les dernières messicoles de l'année, ne les ratez pas. Très bien. De la science à l'art, la représentation du végétal dans les collections du musée du vivant AgroParisTech. Très bien, on va aller jeter un œil. Ça, il me semble qu'à chaque fois, c'est super méga long. C'est très beau, vous me direz, mais c'est quand même long à lire. On se le fait? Allez, on se le fait. Quelle heure est-il? Ah oui, 8h10. Allez, c'est parti. De la science à l'art, la représentation du végétal dans les collections du musée du vivant d'AgroParisTech. Ça fait partie de la série d'articles de Tela Botanica sous le hashtag Art et Botanique. Le musée du vivant, musée de l'écologie et du développement durable, conserve depuis 2006 le patrimoine d'AgroParisTech, grande école d'ingénieurs en sciences du vivant et questions environnementales. AgroParisTech, c'est le fruit du regroupement de plusieurs institutions qui sont nées au 19e siècle, notamment l'École royale forestière de Nancy, l'Institution royale agronomique de Grignon et l'Institut national agronomique de Paris. L'école dispose de ce fait d'un patrimoine particulièrement riche. Le musée du vivant conserve des collections variées et pluridisciplinaires autour de l'histoire de l'écologie, des collections scientifiques aux anciens usages pédagogiques hérités des écoles, des collections imprimées liées au domaine de recherche de l'établissement, des collections d'art contemporain données par des artistes sensibles aux enjeux écologiques et au développement durable. L'objectif du musée est de faire le lien entre les thématiques de recherche de l'établissement et le grand public. La botanique faisait partie des enseignements privilégiés au XIXe siècle, comme l'étude de la biodiversité et des écosystèmes fait encore partie des enseignements actuels. Certains objets utiles à l'étude du vivant sont aujourd'hui devenus patrimoine, la qualité esthétique l'ayant souvent emporté sur la valeur scientifique. Je bois un coup, toutes mes confuses.
Et je confirme, ça va mieux. L'établissement conserve donc un fonds ancien significatif hérité des écoles de Nancy, Grignon et Paris, dont quelques saisies révolutionnaires. Est-ce exagéré de dire que c'est révolutionnaire? On va le voir tout de suite. Ces ouvrages témoignent de moments clés de l'histoire de l'écologie, tels que l'observation, la classification et l'étude de la nature. Et immédiatement, paf, illustration de Jean-Jacques Rousseau. Ah ben tiens, recueil de plantes coloriées pour servir à l'intelligence des lettres élémentaires sur la botanique. Donc, planche 10, lettre 14, Triandrie monogyne, l'iris naine, iris pumilla. Très bien, avec des petites annotations, et à gauche la liste des choses à observer. Incroyable. Donc le recueil des plantes coloriées pour servir à l'intelligence des lettres élémentaires sur la botanique, qui date de 1789. Incroyable. Quelle révolution. Ah, c'est pour ça le jeu de mots. Ah bah oui. Quelques saisies révolutionnaires. Oh, lolilol, 1789. Bref. Donc, le recueil des plantes blablabla de Jean-Jacques Rousseau est un témoignage de l'intérêt grandissant des hommes de lettres pour l'observation de la nature au XVIIIe siècle. Un intérêt pour le vivant qui se développe après la vague des cabinets de curiosité qui sont en vogue dès le XVe siècle. Dans cet ouvrage, les gravures aquarellées de Jean Aubry sont d'une grande fraîcheur. Pourquoi la musique est épique à ce point derrière? Calmez-vous. On y retrouve une illustration sensible avec un trait d'une grande finesse. En parallèle, le travail de Pierre-Joseph Redouté, qui illustre l'ouvrage d'Henri-Louis Duhamel du Monceau. Non mais voilà, ça c'est un nom de botaniste, on en parlait. Hein. Henri-Louis Duhamel du Monceau. Là, vous savez que vous pouvez pas faire grand-chose dans la vie à part botaniste avec un patronyme pareil. Du coup, en parallèle, le travail de Pierre-Joseph Redouté, qui illustre l'ouvrage d'Henri-Louis Duhamel, n'est-ce pas? Traité des arbres et des arbustes que l'on cultive en pleine terre en France, qui date de 1816, est remarquable par sa texture, notamment les écorces des fruits. Et paf, juste en dessous, illustration, c'est bien ça, d'un citronnier de Mehdi. Voilà. Citronnier qui n'est pas à toi, il est à Mehdi. Bon bref. Avec, oui, en effet, tout un travail sur la texture de l'agrume. Oh. Très beau, bel ombrage. Après le temps de l'observation vint celui de la classification. Le voyage en Amérique méridionale d'Alcide d'Orbigny, qui date aussi du 19e, 1839 exactement, témoigne de ses explorations comme de la découverte de nouvelles espèces. Le vivant est alors répertorié, inventorié. C'est également au début du 19e siècle que sont inaugurées les premières écoles liées à l'étude du vivant. De nouveaux supports pédagogiques apparaissent, tels que les herbiers et les planches pédagogiques. Voilà donc une illustration de Alcide d'Orbigny, hein, sur quoi? Sur des cocotiers? Sur des palmiers, pardon. À quoi qu'il y a coco, Astrocarium maximiliana. D'accord. Ça existe encore ça? Maximiliana, je crois. Palmier. Ah, ça s'appelle maintenant Attalea, je suppose. Maximiliana. Ah, une seule espèce de ce type qui s'appelle maintenant Attalea maripa, tout à fait. Attalea, il n'y a pas d'étymologie. Dommage. Bon, on y reviendra. Non, c'était pas là, on était où? Aïe! Là! Des planches pédagogiques de botanique d'Arthur-Henri Boisgontier. Ah, c'est beau ça. Ça date de quand? 1890, des aquarelles et à la gouache. Ah, là, on sent déjà un peu plus la représentation scientifique. Vous voyez, autant avant, c'était où? Là, on est sur l'illustration. Vraiment, on essaye de faire du portrait, mais botanique, d'une certaine manière. Là, on est plus sur de l'illustration scientifique, dans le sens où déjà, il y a des schémas, bien sûr, schémas floraux, mais aussi dans la représentation des organes, on voit bien qu'il y a certains caractères qui sont bien mis en avant. Voilà. La simplification de la fleur, ici la numéro 15, on voit que les pétales ont été totalement simplifiés parce que, à mon avis, ce que le dessinateur, l'illustrateur voulait mettre en avant, c'était surtout les pièces florales, donc les étamines, et ça marche très bien. Le fait d'avoir un appât blanc comme ça, on voit qu'il y a des pétales, mais notre attention se porte immédiatement sur les étamines, le centre de la fleur, et non pas le pourtour. C'est incroyable.
En tout cas, c'est très propre, très précis, très académique, dirons-nous. Donc, né en 1851 en Indre-et-Loire, Arthur-Henri Boisgontier est le fils d'un graveur sur cuivre qui l'initie à l'étampe. Il poursuit cet apprentissage à Paris dans plusieurs ateliers. Attendez. Étampe. Pièce servant à produire une empreinte? Ah bon? Mais du coup, ça c'est une étampe? Oh! La grande wag. Non, pas la wag. Ça c'est dans Warhammer. Wag! Non, pas du tout. La grande vague je sais plus comment elle s'appelle. Comment il s'appelle ce tableau? Au secours. Au secours! Pourquoi ce site a une souris sensible? Le rhinocéros de Dürer. Oh, c'est beau. Oh, je la veux dans ma salle de bain. Je veux voir ça tous les matins. Rhinocérus. Très bien. Et la vague d'Okusai. La grande vague de Kanagawa. C'est ça, la grande wag. La grande vague de Kanagawa par Okusai. Donc, Okusai? J'ai un doute. Voilà. Le plus grand illustrateur nippon, n'est-ce pas? Elle a eu beaucoup de succès au Japon car elle mélangeait perspectives japonaises et occidentales. Bravo. Bon, on s'éloigne du sujet, vous allez me dire. Du coup, né en 1851, Arthur-Henri de Boisgontier est initié à l'étampe. On dit pas estampe? J'ai un doute aussi. Il poursuit son apprentissage à Paris dans plusieurs ateliers. Il rencontre régulièrement le peintre Camille Corot qui lui prodigue conseils artistiques et techniques, puis devient proche de l'école de Barbizon. Incroyable. Tout en se consacrant à la peinture, Arthur-Henri Boisgontier a une activité d'illustrateur scientifique. C'est pourquoi il réalise en 1890 une série de 54 planches pédagogiques de botanique à la demande de monsieur ou madame Van Tieghem, membre de l'Institut et directeur de la chaire de botanique et de pathologie végétale de l'Institut national agronomique de Paris. Bon, bref, un monsieur qui a un titre qui tient sur 2 lignes quand même. C'est encore Arthur-Henri de Boisgontier. Oh, ah oui, c'est des illustrations extrêmement précises. C'est incroyable. Le caractère pédagogique de ces planches explique leur grand format, en moyenne 2,35 m par 1,20 m. Ah oui! Ah oui, ça déconne pas! Adaptés à l'enseignement en amphithéâtre et justifient leur contenu d'espèces végétales étudiées dans l'établissement. C'est à travers l'harmonie des couleurs que l'on reconnaît le peintre de paysage qu'il est demeuré toute sa vie. Ces teintes sont restées intactes au fil du temps grâce à la parfaite conservation des planches enroulées dans la bibliothèque ancienne depuis la Première Guerre mondiale, date à laquelle elles n'ont plus été utilisées pour l'enseignement. Lors de leur restauration en 2007, il n'y eut aucune intervention sur les couleurs. Ah oui, quand même. Ah mais c'est super beau. 2,35 m. C'est incroyable. De par la qualité de son exécution, le travail de Boisgontier vient parfaitement faire le lien entre science et art, tout comme les ouvrages anciens ou certaines planches d'herbier issues de nos fonds. La qualité esthétique, l'équilibre et la composition les a élevés au rang d'œuvre. Ça, c'est un herbier. Gentiane verna. Oui, bah, j'allais dire exactement la même chose. Gentiane de printemps, herbier Ernest Malinvaud, 1904. D'accord. Le végétal dans les collections d'art contemporain du musée du vivant découle de cet attrait ou attachement de certains artistes envers ce rapport qui unit l'homme à la nature. Le végétal peut être représenté comme employé en tant que support de création. Christian Zeimert rend hommage au peintre de paysage en figurant Claude Monet dans son jardin dans Le fantôme de Giverny, une huile sur toile qui date de 92. Les nymphéas tant étudiés se sont effacés pour faire place à l'artiste. Monet semble avoir fusionné avec son environnement, apparaissant tel un élément naturel terreux ou rocheux dans la même palette de couleurs que le reste du paysage. Oui, enfin bon, si on n'a pas l'explication de texte, à froid comme ça, moi j'aurais dit que c'était un ours. Mais bon, ça doit être un manque de culture de ma part. Cécile Basek,
Je ne sais pas. Offre une vision très délicate d'une parfaite harmonie avec la nature, dans laquelle le végétal devenu immense vient entourer et protéger tel un cocon les protagonistes. Ah, c'est ça? Le caillou gris. Mais c'est une lithographie? Oh, ça a l'air d'être une lithographie, ça, dites-moi. D'accord, ça me parle moins, je vous avouerai. Marinette Cueco reprend les codes de l'herbier afin de composer ses œuvres. Elle a détourné le support scientifique pour le sublimer. Ses compositions sont minutieuses et d'une extrême fragilité, ce qui ne les rend que plus touchantes. Elle fait par exemple usage de plantes communes comme le poireau ou l'échalote qu'elle associe en mosaïque végétale. Ah oui, mais moi je sais faire ça aussi. Quand j'ai pas d'argent à Noël, c'est ça que j'offre à mes amis. Je prends des feuilles, je les colle sur une toile et je dis que c'est de l'art. Adélaïde Corrinus travaille la calebasse en Martinique. Elle laisse le végétal arriver à une certaine maturité en fonction de la coloration qu'elle souhaite obtenir, avant de l'évider, le graver, le sculpter. Son travail est très lié... Attendez, elle laisse le végétal, oui d'accord, du coup elle l'évide, le grave et le sculpte. Son travail est très lié à ses origines et à la recherche de son passé, entre migration africaine et amérindienne. Elle creuse des sillons pour retrouver son histoire et celle de ses contemporains, sillons de la mémoire mais aussi de l'objet, de la matière. La botanique continue de faire le lien avec les hommes et avec l'art. Eh bien c'est très beau. C'est une calebasse sculptée. Très bien. Pour découvrir d'autres collections du Musée du Vivant d'AgroParisTech sur notre inventaire en ligne. Hein, il manque un verbe, mais sinon... Non, la phrase est bizarre, c'est tout. D'accord. Très bien, du coup, Polymage AgroParisTech, on va aller voir ça. Musée du Vivant. Polymage.agroparisTech.freux. Qu'est-ce que... Je n'accepte pas les cookies. Collection des Beatles, histoire d'AgroParisTech, collection artistique, scientifique, imprimée, historique. Bah, artistique, hein. Allons voir. Adélaïde, ah ben. C'est pas des plus intuitifs ou faciles pour arriver là-dessus. Bref, Alain Le Keinec, pas de pitié pour les pollueurs, comment ça? L'alcool tue, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? La marée noire, le gouvernement a les mains sales, la pêche veut vivre, non à la pollution, d'accord. Ah oui, c'est très varié comme thème. Ah, les artistes, ils se sont laissés aller, hein. Mariage gay, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est toujours un plaisir de voir un dessin de Charbe, mais... Bref. Claude Baillargeon, peut-être que lui, non. Ah si, il fait des choses étranges. Très bien. Mais sinon, allons voir les collections scientifiques, vous me direz. Là, on est sur... Ah, bah voilà. Boîte d'entomologie. Ah oui, carrément. Mais c'est pas du tout pratique pour passer d'un document à l'autre, là. Ah! Ouais, le retour du tut-tut en arrière-plan. Et on peut pas zoomer, mais on peut acheter. Ah bon? Comment ça, on peut acheter? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier? Où est mon panier? Y a-t-il un panier? Voir sélection. Ah, bah ça ne marche pas, bravo. Bon, bah si vous avez envie d'aller explorer les collections. Modèle pédagogique. Ah oui, 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 oui. Mâchoire de cheval. On dérive un petit peu là, non? Abeille. Ah, ouais, ça suffit. Bref, n'hésitez pas à aller explorer la toile, bien sûr. C'était donc le petit article de Tela Botanica sur de la science à l'art, les collections, comment ils ont défini ça, j'ai oublié le titre du début, le musée du vivant, pardon, collection du musée du vivant sur le patrimoine d'AgroParisTech, la grande école d'ingénieurs dans le domaine de la science du vivant et des questions environnementales. Ah, on n'a plus de musique. Attendez, on va changer. Relaxing Zelda Music. Ah bon? Non, non, mais Zelda, on va pas avoir les droits. On va se faire virer.
Allez, on essaye ça. Oh non, non, on n'essaye pas ça finalement. On essaye ça. Bon, ben on essaye ça. Pas du tout. Au secours. Compliqué de trouver des musiques qui sont sans copyright et de bon goût. Ah, c'est très au fond, c'est très bien. Alors par quoi on continue? Hein? Ma foi. Science et l'art, c'est fait. Les dernières mysticoles de l'année. Ne les ratez pas. Après les belles couleurs automnales, place aux arbres dénudés. Oui, enfin bon, pas tout de suite parce que ça a l'air de traîner un petit peu. Hein. La flore se fait rare, voire timide, et les messicoles n'y échappent pas. Mais ne dit-on pas le meilleur pour la fin? Ne dit-on pas le meilleur pour la fin? Comment ça? Alors partons à la découverte des messicoles qui ferment la marche avant un repos hivernal bien mérité. Pour rappel, les messicoles, c'est toutes les plantes qui accompagnent les cultures humaines. Est-ce que j'ai la bonne définition? Plantes messicoles. Ah oui, ça c'est la définition Wikipédia. Plante annuelle à germination automnale ou hivernale, habitant dans les moissons, c'est-à-dire dans les champs de céréales d'hiver. Oh là là. Salut Calici. Oh, bonjour à toi, bon réveil. Calici qui dit bonjour à tout le monde. On n'a pas une définition plus sympa quand même? Larousse. Messicole, c'est dit des plantes annuelles qui poussent dans les champs de céréales. Ben voilà. Là c'est simple, là on comprend. C'est où? Pardon, comment ça va Calici? Est-ce qu'on se réveille en douceur? Du coup, partons à la découverte des messicoles qui ferment la marche avant un repos hivernal bien mérité. Ah, Calici va bien, mais moi aussi ça va. J'ai eu quelques petits problèmes techniques ce matin, le micro qui était récalcitrant d'ailleurs. Non, ça va bien. Le soleil qui n'a pas voulu se lever. Est-ce que ça va mieux ça d'ailleurs? Non, pas du tout. Bah tiens, regarde, on va faire un petit... Hop, regarde. Paf! Si le ciel est plus beau que ça chez vous, eh bien tant mieux, parce que nous, on est au maximum de ce que le Limousin peut faire quand il fait moche. Voilà, c'est pas mieux. Réveil d'une courte nuit. Ah, si vous avez fait des folies de votre corps, je ne veux rien savoir. Mais je comprends, la courte nuit, voilà. Parfois, une courte nuit, c'est bien aussi. Bref, revenons à nos histoires. Les messicoles. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? À observer les messicoles de novembre. Ah, ben il n'y en a que 2, bravo. En septembre, il y avait encore une liste bien allongée qu'on n'a jamais suivie d'ailleurs. En ce mois de novembre, les messicoles commencent à se faire rares. Seules 2 espèces sont encore observables. Les pierres annuelles, alias Stachys annua, et le bugle petit pin, alias Ajuga camaepitis. Bravo. On va aller les voir rapidement. Alors pour info, il y a le guide de l'observatoire des messicoles. Ah mais non, mais il y en a... Ah ben, dis donc, l'article continue. C'est incroyable. On va aller voir ça tout de suite. Ah, Calici qui a été prise par Valheim. Alors Valheim, c'est un jeu, calmez-vous. Donc Valheim t'a tenu éveillé. Ah, on m'a mis en PLS. Comment ça? Qui a osé faire ça? Dis des noms, on se vengera. Ah, Ganouche, salut, bienvenue, et salut, bonjour, bonsoir, ça boum ici ou quoi? Ben écoute, comme tous les jours, hein, ça boum, mais il fait gris ce matin, donc ça boum un peu moins. Hype level 5. Hype level 5? Comment ça? Du coup, on est en train de regarder Stachys annua, donc qui est les pierres annuelles. Oui, les pierres annuelles. Quelques petites photos. Une belle plante. Une belle plante. Hein. Zygomorphe, c'est le mot technique pour ce style de fleur. Vous vous souvenez? Actinomorphe, c'est quand ça fait la marguerite. Zygomorphe, c'est quand c'est vertical. Voilà, symétrie verticale. Ah, le train de la hype level 5. Ah, bah tant mieux pour toi, ma foi. Oui, on parle de moi
Parce que j'ai dit une belle plante? Bah évidemment, évidemment qu'on parle de toi très souvent sur ce stream du coup. Belle plante du coup qui a des fleurs avec des petites taches. Hein, mais qui sont en fait pas des taches, c'est les étamines qui sont violettes. Je raconte n'importe quoi ce matin. Je suis perturbé. Ah, mais c'est ça de travailler avec des belles plantes en permanence. Ajuga Kamaepitis, alias Bugle Petit Pain, que je connais mal parce qu'elle est surtout méditerranéenne. Ah ben non, elle est partout. Elle a l'air d'être partout. Ah, je pensais que c'était le méditerranéenne. Ouais, surtout calcaire. Lieu aride et cultivé, surtout calcaire dans presque toute la France. Oui, donc là où il y a du calcaire en France, quoi, c'est-à-dire le sud-est. Alors, les pierres, bah, petite plante poilue, pour le coup. Belle plante, mais poilue. Ou alors, belle plante parce que poilue. À vous de juger. Ah, voilà. Alors, généralement, les plantes poilues, on le sait, c'est pour limiter la dessiccation. Du coup, ça correspond, enfin, ça me conforte dans mon idée que j'avais que cette plante était plutôt méditerranéenne. Bref. En plus, ça s'appelle petit pain. Que voulez-vous que je vous dise? Que nous dit l'article? Focus sur la bugle petit pain. Pourquoi là? C'est le bugle, non? Je ne sais pas. Tonton Manu, calcaire, le bassin parisien. Oui, mais le bassin parisien, comment vous dire vous avez mis des parisiens plutôt que des plantes. il est calcaire, le bassin parisien. Je sais pas. Hein. Bassin parisien calcaire. Voyons. Ah oui, non, c'est un petit peu exagéré, ça. Voyons ça. Il n'y a pas de légende. Super. Ah, le bassin céno-mésozoïque. Vous m'en direz tant. Bassin parisien, blablabla, histoire géologique du bassin parisien. Ah, vous m'avez lancé, tonton Manu, on est parti sur de la géologie. Hein. Bassin sédimentaire en forme d'amphithéâtre incliné au sud-est vers le nord-ouest, où se sont accumulées les roches sédimentaires d'origine marine et continentale, datant du Mésozoïque et du Cénozoïque, entre 245 millions d'années et 1,8 million d'années. Ah oui, ça a mis du temps à se créer le bassin parisien. Oui, sinon on a les falaises de Normandie ou du Nord, mais du coup les falaises elles sont à verticale, donc attendez. Est-ce qu'on peut aller voir zone calcaire en France? Tiens donc. Ah non, ça c'est la dureté de l'eau. C'est nul. Ah oui, évidemment, que vous tapez calcaire, on pense à l'eau, on ne pense pas à quelles sont les régions les plus calcaires de France. Mais non, mais au secours, pas par rapport à l'eau, par rapport à la géologie. Sol dominant de France. Ah, c'est mieux. Ah ben oui, mais du coup, on parle en langage vulgaire. Regardez. Des randos-sols, des lithosols. Bref. Télécharger la carte en haute définition, bien sûr. Ah, où est-ce que je mets ça? Téléchargement. Au hasard, let's go. Hop là! Donc, on va regarder quoi parmi tous ces sols qui ont des noms bizarres. Le jaune et le mauve. Le jaune et le mauve, il dit n'importe quoi. Le jaune et le jaune plus, voilà. Le blanc cassé et le jaune cassé. Donc, dans le petit langage des géologues, des randosols, des calcosols, des calcisols, des brunisols eutriques. Voilà. Des lithosols, des randosols et des randisols. C'est bien précis, parce que bon bref, on met sol à la fois. Donc en gros, tout ce qui est jaune, un peu orangé, il n'y a pas d'autre, ouais, confusion, ben il y en a un petit peu partout, en fait. Sauf la Bretagne, sauf l'Alsace, sauf le Massif central, sauf les Pyrénées. Mais sinon, et des tournesols. Elle est bien bonne, Ganouche. Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils auraient pu faire des tournesols. Des sols qui changent à peu près tous les millions d'années, c'est un tournesol, non? Bref, tout ce qui est en jaune clair, là, vous voyez, c'est du calcaire, et les grandes zones calcaires, ben, le bassin parisien, il n'est pas si calcaire que ça. Hein. On a quoi? Des formations limoneuses, très bien, puisqu'il y a pas mal de roses. Et au milieu, il y a du gris, donc je suppose que c'est des villes, voilà. Voilà, la ville. Regardez-moi ça, tout ce qui est gris, là, c'est Paris. Oh. Bref, tout ça pour vous dire que moi, je suis à peu près par ici. Et ben, vous voyez, il n'y a pas un pet de calcaire. Hein. Le Jura est calcaire. Oui, tout à fait, le Jura. C'est là le Jura. Aïe. Des lacunes en géographie. Image. Yes, d'accord. Merci, tonton Manu. Bon. Voilà, très bien. Ah, mais ça, c'est le département. Oui, très bien.
Bon, le département n'est pas loin de la montagne jurassienne, donc là ça marche bien. Donc oui, le Jura est calcaire, une partie des Alpes est calcaire bien sûr. Une partie, après j'ai dit l'Alsace, il y a pas, bon il y a quelques petites poches à gauche à droite. Mais là vous voyez le massif central, là vous voyez à quel point le calcaire nous fuit, tout comme la Bretagne. En tout cas, les plus vieux massifs... C'est quoi ce bruit? Les plus vieux massifs... oui, les plus vieux massifs de France, donc Massif central et Bretagne. Alors dans l'ordre du plus vieux au plus jeune, Bretagne, Massif central, Jura, Pyrénées, eh ben on n'est pas sur du calcaire. Alors que les Alpes qui sont plus récentes, beaucoup plus récentes, on a du calcaire. Est-ce que c'est une explication? Je ne sais pas. Mais encore une fois, nous dérivons un peu du sujet. Du coup, la messicole du bugle petit pin, petite plante annuelle dépassant rarement 20 cm de haut dont la floraison débute en avril pour se terminer en novembre. Elle est entièrement recouverte d'un duvet de poils et dégage une forte odeur. Cette tige se ramifie régulièrement et porte de nombreuses feuilles divisées à leur base en 3 segments linéaires, ce qui lui donne l'aspect de petit pin. Ah, on n'a pas vu ça tout à l'heure. Je suis allé trop vite. Paf, on va voir des images. Ah oui, d'accord, du coup, c'était l'image de Coste qui nous donne ça. Alors, où est-ce qu'on voit bien ça? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors, un petit pain, certes, mais un petit pain poilu, bien sûr. Et bon, ben là, vous voyez ce que ça donne quand les botanistes ils sont un peu en manque de noms. Ils vont regarder la plante et dire, bon, ça ressemble à un pain, allez, le bugle petit pain. Allez hop, suivant. Du coup, caractéristiques, oui, donc des tiges qui se ramifient et portent de nombreuses feuilles divisées en 3 segments, ce qui lui donne son aspect de petit pain. Les fleurs sont formées d'un calice, bien sûr, à 5 sépales, soudé qui se termine par 5 dents. Voilà. La lèvre supérieure est réduite et invisible, et c'est cette caractéristique qui a donné son nom à la plante, Ajuga. Ok, donc si on revient, hein, bugle petit pain, Ajuga chamaepitis. Tiens, est-ce que ça y est dans la fiche Est-ce qu'il a une fiche? Mais oui, Ajuga chamaepitis. Étymologie, le nom Yves. Quoi? Pourquoi Yves? Ah oui, on l'appelle Liv ou Livette. Ah d'accord. Vient d'une ancienne forme féminine de Lif. Super. Bah, ça ne nous apprend pas grand-chose. Alors que moi, ce que je veux expliquer, c'est que juga, c'est la lèvre, me semble-t-il en latin, et a, c'est privatif. Donc les ajugas sont toutes des plantes qui ont une fleur, alors zygomorphe, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie verticale. Si on regarde, paf, elle est où? La fleur. Là. Où est-ce qu'on la voit bien de face? Ah bah bien sûr, il n'y a aucune photo qui va être prise bien comme je voudrais. On va dire celle-là, admettons. Voilà, donc vous voyez, tiens, je vais même lancer mon petit painter. Il est où mon painter? Il est où? Il est là. Allô? C'est bon, il est lancé, bravo! Il faut l'afficher, il faut l'activer, voilà. Donc on va dire qu'on a une symétrie qui est verticale dans le sens où la partie gauche ressemble à la partie droite. Finalement, cette fleur, bah, elle est comme nous, hein. Fait un trait vertical, la partie gauche ressemble à la partie droite. Et du coup, elle est composée de 5 pétales en général. Donc on a la lèvre inférieure qu'on voit très bien, c'est le gros pétale pardon, qui est le plus visible. On a des ailettes me semble-t-il sur le côté, donc à gauche et à droite, donc on va avoir une ailette ici, une ailette là, on va avoir donc la grosse lèvre, hop, qui est composée ici, et normalement à ce niveau-là, hein, vous avez le 5e pétale qui vient et qui recouvre et qui finit la fleur. Sauf que là, la variété Ajuga, pour une raison X ou Y, eh bien cette lèvre qui est supérieure n'est pas là. Et c'est à ça qu'on va reconnaître les Ajuga, et c'est en raison de cette caractéristique qu'on a nommé cette famille Ajuga. Alors, pour vous montrer l'indicible, allez-vous-en. Donc là, vous l'avez sous les yeux et donc on a vu à gauche, à droite et la grosse lèvre. On peut aller voir par exemple
Bah justement, le lyre terrestre. Paf. Image. Image. Allô? Voilà. Lyre terrestre, est-ce qu'on a une belle image de fleur de face? Oui, celle-là, elle doit être très bien. Allez, ah voilà, parfait. Pouf, je remets mon painter pour la démonstration la plus incroyable que vous n'ayez jamais vue. Là, pour le coup, on a aussi une symétrie. Hop là. Ah, il est mal... Hop là. Bah, je suis en décalé. Comment c'est possible? Ah bon? Attendez, je vais essayer de faire en décalé. Voilà, une symétrie. Oh là là, c'est vraiment du sport. Voilà, on a une symétrie verticale à peu près. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'arrive à rien. Attendez, draw own. CTRL F. Voilà, et normalement si je fais ça... Oh oui, ça y est, je suis au milieu, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on a aussi une symétrie verticale, partie gauche, partie droite, qui sont identiques. On a cette grosse lèvre du bas, n'est-ce pas, qu'on a retrouvé tout à l'heure. On a les ailettes sur le côté. Hein, et petite différence, donc là on le voit moins, mais regardez, il y a cette partie-là sur l'autre fleur. Eh bien, c'est la lèvre supérieure qui est présente et qui du coup n'est pas une ajuga, mais qui fait partie un petit peu de la même famille quand même. En tout cas, le point commun, c'est la fleur zygomorphe, donc la fleur à symétrie verticale. Et cette petite pétale... Ah, je suis encore en décalé un peu. Ah non, c'est moi qui ai très mal dessiné, pardon. Donc ce petit pétale supérieur, chez les ajugas, il n'est pas là, tout simplement. Est-ce qu'on a une autre image ? On verrait encore mieux la lèvre supérieure. Celle-là? Ouais. Là, on les voit bien quand même. Donc, le gros machin, c'est la lèvre inférieure. Et les petits machins ici. Et là, c'est la lèvre supérieure qui n'est pas chez les ajugas. Bref. Trêve de blabla, trêve de blabla. Revenons à nos ajugas. Où est-elle? Au secours. Oui. Du coup, cette espèce est répartie sur presque tout le territoire français, mais est un taxon à surveiller, car il présente un risque de disparition. Voilà, donc si vous tombez sur une fleur jaune qui est encore en fleur en novembre dans votre région, il y a quelques chances, si vous êtes en tout cas en zone calcaire, que ça soit un bugle petit pin, et n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ah bah tiens, le nom ajuga provient du grec avec un A privatif, du latin jugum, joue, qui signifie la lèvre. Son nom est ainsi car la fleur semble dépourvue de lèvres supérieures. Paf! Comme quoi, je raconte pas que des bêtises. Cette plante posséderait de nombreuses vertus. Ah, toutes mes confuses, j'avais pas entendu le bip bip. Ça ressemble à une orchidée. Eh ben oui, en fait, oui, parce que les orchidées font aussi partie des fleurs qui vont avoir des symétries verticales. Donc là, il faut juste se rappeler que dans le monde des plantes, on a classifié les plantes en fonction de leurs organes sexuels, donc les fleurs, et qu'il y a deux grands types de fleurs. Les fleurs qui ressemblent à une pâquerette, elles ont une symétrie centrale, donc en fait il y a une symétrie radiale, enfin pardon, pas une symétrie, il y a une répartition radiale, donc en rayon autour d'un point central. Et ensuite, il y a des fleurs qui ont une symétrie verticale, donc la partie droite qui ressemble à la partie gauche. Et en effet, les orchidées font aussi partie de... alors, on n'a pas classé ça sous une grande famille, parce qu'il y a tout un tas de caractéristiques qui vont différer, même s'il y a cette symétrie verticale. Il va y avoir un nombre de pétales qui est parfois différent, un nombre d'étamines, un système de reproduction différent, d'autres caractéristiques sur la plante qui font que on ne peut pas dire si vous avez une fleur zygomorphe, vous êtes forcément dans la même famille. Mais t'as raison, tonton Manu, ça fait partie en tout cas des orchidées. Alors les orchidées, voilà, on les a tripatouillées avec le temps, donc maintenant il y a du mal à identifier exactement les bonnes pièces florales. J'en cherche une chez qui c'est particulièrement équivoque. Oui, celle-là, ça marche pas mal. Ah bon? Secours. Ouvrir dans un nouvel onglet, parfait. Ah cool, vous me donnez l'occasion de me servir de mon painter. Je suis content. Du coup, hop là. On va prendre du vert. Là aussi, hein, symétrie verticale. Il n'y a pas de souci. On va retrouver ce pétale-là qui est la lèvre inférieure. On va retrouver, hop, de chaque côté, nos deux, comment ça s'appelle?
Ah ça y est, j'ai oublié, je l'ai dit tout à l'heure, les ailettes. Et par contre, sur celle-ci, bah, vous avez le pétale supérieur, ici, qui est séparé en 3. Comme ça. Voilà. 1, E2, E3. Donc ça, voilà, il y a des petites variations, mais le modèle général de la fleur est sur une symétrie qui est verticale. Donc partie gauche et partie droite qui se ressemblent. Au revoir le painter. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Et bonjour à toi, Amaterasu. Je vais bien. Je me réveille avec la pluie. On n'entend plus grand-chose. Et oh, Madame Atsu, Madame Atsu, je sais très bien ce que vous essayez de faire. Merci beaucoup à toi, Amaterasu. Merci du fond du cœur et un peu du fond de portefeuille pour les 3 bits matinaux. Et pourquoi elle fait ça? Parce que, évidemment, elle sait qu'elle va être récompensée avec une petite chanson. Alors attention à ceux qui portent des casques. Jette un sou au petit streamer si tu as aimé les plantes disséquées. Et voilà. J'espère que vous êtes contente. Alors, je tourne en rond sur mes 10 petites phrases, mais je compte bien les étoffer d'ici pas longtemps. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en soumettre. Où est-ce qu'on en est? Paf, ici. C'est donc ça. Quelle heure est-il? Oh, mais il est 8h48. Oh, vite! Mais, Calici, mais, attendez, mais... Ça y est, ça recommence, ça recommence. C'est la manipulation d'Internet, ça. Merci beaucoup, Calici, pour ta générosité matinale du fond du cœur et un peu du fond du portefeuille. Toi aussi, tu veux ton petit refrain. Donc, si vous êtes jaloux et que vous voulez vos petites chansons, n'hésitez pas à imiter Amaterasu. Ah, calmez-vous, j'ai pas le temps à imiter Amaterasu et Calici. Allez, qu'est-ce qu'on nous fait? Jette un sou au petit streamer si tu as aimé les morts de toute beauté. Bon, là, c'est plutôt pour le côté jeu vidéo. Sinon, on a une autre version qui est plus, comment dire, capitaliste. Jette un sou au petit streamer, au futile monnaie qui quoi? Qui finance mes projets. Mais arrêtez, ça va trop vite. Ah non, ça y est, ça continue. Mais l'Orcane... Toutes mes confuses. L'alerte n'est pas configurée. Merci Lorcan pour ta générosité qui... Arrêtez! C'est des malades! Vous êtes des malades! Je ne chanterai pas toute la fin de matinée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe trop de choses à la... secours les alertes! Oh merci... Quoi? Mais vous n'arrêtez pas! Mais merci Lorcan pour votre générosité absolue dès le matin qui a offert 2 abonnements à Calici et à Amaterasu. Oh, merci, merci. Des bisous électroniques, merci beaucoup. Alors, attendez, en même temps, il y a Tonton Manu qui m'envoie un message et on me dit est-ce qu'il est indésirable? Oh. Mais attendez, vous m'envoyez des ressources d'une très grande qualité, là. Alors, Tonton Manu qui m'envoie ça, tiens, on en profite. Les orchidées en Picardie. On est chez SVT AC Amiens. Je sais pas trop ce que c'est. Ah mince! Ah ben voilà, Lorcan, tu as volé à Calici la possibilité de prendre un abonnement. Merci pour toute cette pluie de bits dès le matin. Vous payez des tournées à la nature, c'est magnifique. Je vais investir à mort. Merci du fond du cœur et un peu du fond du portefeuille. Il faudrait que je fasse un spécial jette un sou au petit streamer, mais que dire? Que dire? Attends, il faut que j'en invente un là tout de suite. Ah non, je suis trop stressé pour inventer quelque chose. Bon, mais c'est pas grave. Oh, jette un sou au petit streamer, oh utile monnaie, ça va le faire chanter. Pas mal. Donc, Sciences et Vie de la Terre, et Tonton Manu qui me dit l'Académie d'Amiens. Bravo l'Académie d'Amiens. SVT, ben, Sciences et Vie de la Terre, évidemment. Les orchidées en Picardie. Ah oui, normalement, on se dit orchidée, forcément. Un vol que je ne regrette pas du coup, dit Lorcan. Comment ça, je suis stressé, Amaterasu? Je suis pas stressé, vous... Oui, je suis stressé, vous balancez trop de choses en même temps. Du coup, les orchidées, on se dit que c'est plutôt des zones... Enfin, moi, j'ai l'habitude de les voir plutôt en zone sèche et ensoleillée. Donc, de base, tu m'aurais dit des orchidées en Picardie, j'aurais dit... Bon, dans les fleuristeries, mais guère plus. Eh bien, apparemment, non, pas du tout. Milieu de vie. Orchidée terrestre, blablabla, d'accord.
Ah bah oui, ah bah là on est tout à fait dans la terminologie. Donc le sépale latéral, oui tout à fait. Alors c'est pas le dorsal, je connaissais pas. Le labelle, donc c'est la lèvre inférieure, labelle, lèvre, même racine. C'est pas le dorsal, bon moi je le connais pas comme ça, on l'appelle aussi un casque parfois, mais je sais pas si c'est chez les orchidées. Et après la macula, donc c'est les petites taches qui vont attirer les insectes d'une certaine manière. Et les pollinies, eh bien ce sont les sacs, donc les étamines, les sacs de pollen, mais chez les orchidées elles sont un petit peu particulières. Au lieu de disséminer du pollen, alors je sais pas si c'est sur toutes, attention, au lieu de disséminer le pollen sur l'insecte, en fait, le labelle, il va servir de piste d'atterrissage pour notre insecte, et les deux pollinies, donc les deux étamines, vont venir sur le dos, et elles sont collantes. Donc elles vont se coller au dos de l'insecte, et quand l'insecte repart, eh bien il arrache carrément tout le sac qui contient les pollens, et il va ainsi de fleur en fleur. Donc les orchidées, c'est un peu particulier, au lieu de se balancer du pollen, elles se sont dit, bon, prends le sac mon gars, ça ira plus vite. Des orchidées qui poussent au sol et pas dans les arbres. Oui, oui. Alors, toutes les orchidées ne sont pas des lianes. Pourquoi? Parce que la vanille est une orchidée, vous le savez. On fera un truc spécial vanille un jour. Regardez. Ah bon? Il n'y a pas la classification? Alors, on va prendre Vanilla pompona. Voilà. Classification Liliadée, orchidée. Voilà. Et pour le coup, c'est une orchidée grimpante tropicale, donc une liane d'une certaine manière. C'est pas une vraie liane. Si, c'est une liane. Si, c'est une liane épiphyte. Alors c'est une vraie liane, autant pour moi. Donc aux plantes grimpantes, n'est-ce pas? Alors que nous, les orchidées européennes, elles sont, bon, on va pas se le cacher, elles sont un petit peu moins exubérantes. Elles poussent au sol, elles font une vingtaine de centimètres, parfois 40, 50, quand tout va bien. Et les carottes, c'est des tulipes? Oh, dis donc, Ganouche! Oh, la version botanique de mon cul, c'est de poulet. Bah non, les carottes, c'est pas... Les carottes, c'est des tulipes? Non. Les carottes, c'est des rosacées. Des rosidés? Non, attendez. Je confonds tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est des apiacées, tout va bien. Ombellidés, ça existait, ombellidés? Alors, c'est deux ombellifères, me semble-t-il. Voilà. Qui était le nom ancien de ce qu'on appelle aujourd'hui des apiacées. Voilà. Si ça existe, ombellidés, c'est un stade intermédiaire? Voyons. Mais non, pas du tout. Ah ben j'ai pas ombellidé. J'ai ombellifère. Mais je trouve pas ombellidé. Ombellifère. Ah, la ciguë, bien sûr. Oh mince, je l'ai perdu. C'est pas un stade intermédiaire, c'est pas là-dedans, là, dans la classification? Bah non, je trouve plus rien. Bon, bah écoute, tonton Manu, si ça existait, je ne le retrouve pas et ça ne m'évoque rien. Alors, juste avant la pause, en 5 minutes, on va quand même retourner. Le si était conditionnel, pas une affirmation. Ah d'accord. Pas de souci. Bah, du coup, conditionnel, non, t'étais pas tombé loin, ombellifère. Voilà. Mais ça, c'est une vieille appellation. Donc, à travers ta mémoire de ce mot, je sais que tu as au moins 30-35 ans, que tu as des vieux souvenirs de l'école, mais que récemment... Enfin, tu n'as pas fait appel récemment. Voilà. T'as vu comme on peut... Dis-moi si j'ai juste. Dis-moi si j'ai juste. Je me la pète Sherlock Holmes d'internet, mais s'il faut, je me trompe. 56 ans. Ouais, non, mais vous n'étiez pas obligé de balancer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un terme qui remonte il y a un petit peu quelques temps. Je sais plus quand ça a changé exactement d'ailleurs. Comment ça, Nato? Mais que dernièrement, il a fait un AVC. Qui ça? Tonton? Et toutes tes dents, tonton Manu. Ah bah bravo. Moi, j'en ai une en moins. Une et demie, on va dire. Alors, on va retourner voir le Grâce et la vie, le GHRA, n'est-ce pas? Calmez-vous.
Calmez-vous, j'ai dit. Voilà. Donc, petit rappel, pourquoi on va là? Parce que depuis cette semaine, on se regarde la web série produite par la LPO, donc Ligue de protection des oiseaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, en association avec le GHRA, le groupe herpétologique Rhône-Alpes. Herpétologie, pour ceux qui ont loupé ces dernières semaines, c'est tout ce qui a une peau gluante, comme par exemple les crapauds, les guernouilles, les serpents. Il y a plein d'autres choses qui ont une peau gluante, mais les mésanges, pas du tout. Les mince, les salamandres, les choses comme ça. Et ils se sont lancés dans la création d'une mini web série qui reprend, qui parodie en tout cas pas mal d'histoires de la pop culture. On avait commencé avec Gramelotte, le gras, donc GHRA, gras, c'est la vie, le Seigneur des Anours, la communauté de la mare, les Gravengers, l'ère de la migration. Hier, on a regardé Hairpin Black, et aujourd'hui, on doit se regarder Jurassic Gras. On va se couper la musique, et c'est parti pour Jurassic Gras. Quoi? Première dans 2 jours? Comment ça? Mais... c'est une bande-annonce! Enfin, c'est une bande-annonce, non! À venir, il y avait marqué à venir, je l'avais pas vu. Je fais pas attention aux détails. Du coup, on l'a pas. Du coup, c'est fini. Dans 2 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Ah, et ça, dans combien de temps? Le 13 novembre. Tous les dimanches, quoi. Ah ben oui. Bon, eh bien, il faut faire une pause. Ah ben, la belle équipe, en tout cas. Il faut faire une pause avec le GHRA. Mince, quel dommage. Mais il n'y a pas de macareux en Auvergne. Non, bien sûr, il n'y a pas de macareux, mais il y a tout un tas d'autres oiseaux. Bon. On s'en refait un? Non, on va pas s'en refaire un. Bah, de toute façon, c'est l'heure de la pause. Donc, toutes mes confuses, je n'avais pas vu que c'était à venir. Alors, Madame Irma, on a la boule obstruée? Bah, oui. Pas que la boule, apparemment, mais bon. Allez, on va passer en mode... Pouf pouf, 1, 2, 3, allons dans les bois, 1, 2, 3, t'es une oie, 4, 5, 6, t'es une saucisse,